Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Statue et caste, plafond de verre, mépris, comment notre modèle étouffe les ambitions. C'est la une du Point de la semaine dernière. Et puis on en parle du coup avec Sébastien Le Foll, le directeur adjoint du Point, qui est auteur de ce livre Reste à ta place. Vous dénoncez tous ces freins à l'ascension sociale dans notre pays. Et c'est aux éditions Albin Michel. Bonjour. Bonjour. Sébastien Le Foll, alors, Reste à ta place. Alors, c'est très intéressant parce que votre bouquin, que j'ai lu et que je recommande vraiment aux éditeurs de Sud Radio, d'ailleurs, je ne reçois jamais quand un bouquin me tombe des mains, ou même s'il ne me tombe pas des mains, je trouve inintéressant. Pas la peine de perdre son temps, ni celui des auditeurs, ni celui de qui que ce soit. Vous parlez de quelque chose qui est effectivement très fort, mais en fait, en même temps, je dirais que vous apportez une contradiction avec votre sous-titre, le mépris, une pathologie bien française. Est-ce que le mépris n'est pas en fait une arme, peut-être française, mais même internationale, je ne sais pas, parce que tous les gens dont vous parlez, personnalités dont vous parlez des gens qui ont effectivement fait leur chemin, et le livre en regorge, de Nicolas Sarkozy à Jacques Attali, en passant par Dupond-Moretti, Anne Hidalgo et combien d'autres, on va en parler, bien sûr, on prendra le temps. Mais en fait, la question que je vous pose, s'il n'y avait pas eu à un moment donné, et vous-même, d'ailleurs, vous mettez en scène et vous avez bien fait de le faire, mais s'il n'y avait pas eu cette espèce d'obstacle ou de petit mur, etc., que vous appelez le mépris, effectivement, et où le reste à ta place, est-ce qu'ils seraient arrivés où ils sont arrivés? Est-ce que, vous savez, la fameuse phrase, hein, ce qui ne te tue pas te rend plus fort? Vous m'avez bien lu, André Berkov, parce que vous l'avez compris, c'est un livre un peu à rebours de l'air du temps. Ce n'est pas un livre géniard, ce n'est pas un livre victimaire. Oui, on survit au mépris, et c'est le paradoxe de ce sentiment-là, c'est qu'il peut accabler certaines personnes. Je pense que beaucoup de Français s'autocensurent à cause de ce mépris, mais qu'il en motive beaucoup d'autres. Ça donne une force incroyable, une niaque fantastique. Et c'est effectivement, la plupart des personnalités que j'ai rencontrées pour ce livre sont des survivants. Et au contraire, je dirais qu'effectivement, peut-être on peut se demander si sans ce mépris, ce qui serait devenu. Oui, parce que vous en parlez très très bien. Enfin, l'histoire de la niaque et du grit, et tous vous disent un peu la même chose. Et ce qu'on le constate aussi, vous parlez de la dimension sociale, bien sûr, parce que en fait, ceux qui ne connaissent pas le mépris, ce sont les héritiers. Ce sont les gens qui ont grandi avec la cuillère dans la bouche. Et encore, oui, c'est vrai. Et encore. Ouais. Le mépris ne s'exerce pas que dans un sens. C'est pas du haut vers le bas. Ce n'est pas uniquement des descendants vers les ascendants. Il y a certains descendants qui sont méprisés. D'ailleurs, je confesse moi-même un mépris pour un camarade du Figaro littéraire à l'époque. Parce que c'est ça le drame. Là où j'essaie de montrer que c'est vraiment un travers français, c'est que c'est inscrit dans notre organisation sociale. Nous sommes encore, par bien des aspects, une société de cours, d'ordre, où il faut tenir son rang. Et quand on a obtenu sa place dans cette société, on a peur de la perdre et on méprise celui ou celle qui pourrait représenter une menace pour notre place. Mais Sébastien Le Foll, est-ce que ce n'est pas plus de la peur que du mépris? Est-ce que, comme pour parler vulgairement, on n'urine pas autour de son territoire pour le garder, comme les bons fox terriers ou autres? Je vais dire pourquoi je vous dis ça, parce que c'est intéressant et on va justement entrer dans la discussion. Est-ce que certains qui ont réussi effectivement et qui ont connu tel ou tel, vous dites descendant ascendant, mais c'est quand même, quand vous parlez de vous-même, et vous êtes arrivé, famille modeste, vous avez j'avais réussi. Pas le bon GPS. Voilà, vous avez pour m'orienter. Et vous n'aviez pas la carte, dans le milieu comme parisien. on appelle. Voilà. On connaît ça, moi non plus, et je crois que nous sommes beaucoup à ne pas avoir connu ça. Mais en même temps, effectivement, on s'accroche, etc. Et on a, à un moment donné, peut-être pas la carte, mais on a la manière de percer quand même. Mais est-ce que certains ne gardent pas, et je vais être non pas provocateur, mais vous dire par rapport, est-ce que certains qui ont connu le mépris ne sont pas eux-mêmes devenus méprisants? Et vous en parlez avec Nicolas Sarkozy, qui l'a reconnu. Et par exemple, c'est un avis personnel, je trouve qu'Anne Hidalgo en ce moment méprise beaucoup les Parisiens, en tout cas un certain nombre de Parisiens. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se renverse? Je sais pas, j'aimerais avoir votre avis, puisque vous les connaissez, vous les avez tous interviewés. C'est terrible, parce qu'effectivement, dans cette cascade de mépris qu'avait diagnostiqué cet historien Joseph Droz, que je cite, d'ailleurs, il avait vu dans ce froissement des amours-propres
l'origine de la Révolution française. Il y a toujours un moment, quand on a été méprisé dans ce système-là, où effectivement, il y a une tentation très forte de céder au mépris. Et peu de gens confessent ce mépris, mais là encore, on s'inscrit dans une hiérarchie sociale, dans une hiérarchie de valeurs, et c'est vrai que c'est une tentation très forte, très puissante. Et ça, c'est dans cela que c'est très français. Alors, on va détailler justement, c'est très intéressant, les sanctions autodidactes et l'arc, enfin, pour faire court, pour faire schématique. Et au fond, on est encore quelque part, quand on vous lit, mais beaucoup de gens en ont parlé, mais vous en parlez justement, cet angle-là est intéressant. Parce qu'on est encore en monarchie, quoi. C'est le clergé, la noblesse, c'est le tiers-état. Mais est-ce que c'est le mépris ou c'est surtout la volonté farouche de garder justement son territoire, à votre avis ? Je crois que c'est vraiment le mépris. C'est inscrit. Vous parliez de la noblesse. C'est vrai que par bien des aspects, la haute fonction publique aujourd'hui a pris vraiment la fonction et tous les codes de l'ancienne noblesse. Mais d'ailleurs, ça confine parfois au ridicule ce snobisme social français. Vous savez, un des plus grands mépris que j'ai rencontrés en cours de cette enquête, c'est d'André Narc. Jean-Pierre Jouyet, qui connaît très bien l'appareil d'État, ancien secrétaire général de l'Élysée, ministre à la fois de gauche, de droite, me dit... quand on sort dans les premières places du classement de l'ENA, on a tendance à mépriser les énarques qui sont sortis à l'arrière du classement. Et d'ailleurs, on l'a vu, je raconte une scène. L'année dernière, en pleine crise du Covid, j'interroge un membre important du gouvernement Macron qui a fait l'ENA, qui est sorti dans les premières places. Il me dit, mais si cette affaire est mal gérée, c'est parce que ce sont les énarques, là, les mauvais là, qu'on a mis à la santé, c'est les plus mauvais. Vous voyez, c'est le mépris intégral qui vraiment, au sein même des élites, est très puissant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est vous montrer comment ça perdure, cette administration qui dirige tout. Quoi, je veux dire, qui dirige tout, qui est depuis Paris. On le voit bien, c'est toute l'année qu'on a vécu. Ce mépris-là a été ressenti fortement, notamment par les élus locaux qui... vous voyez, le mépris, en plus, c'est pas bien méchant, c'est un sentiment froid, disait Diderot. Mais c'est le fait qu'on ne vous considère pas, vous n'êtes pas sur les radars. Vous avez peut-être une idée intéressante qui pourrait être utile, mais on ne la considère pas. Non, on la prend pas au sérieux. Vous êtes qui vous êtes, voilà. D'où vous venez. Là où vous êtes, à votre place, là, non, on estime que non. Votre place n'est pas à la table des décisionnaires. À ce propos, je rends hommage, et vous l'avez sûrement lu, au roman d'Alberto Moravia, Le Mépris. C'est un merveilleux livre, enfin un merveilleux roman. Mais alors justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi, je vous pose la question, une certaine, je ne dis pas coquetterie, mais vous savez, ça fait toujours très bien de dire qu'on a subi le mépris, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quand même l'œillet à la boutonnière d'un certain nombre de vos interlocuteurs? Je parle aussi bien de votre actionnaire que de Sarkozy, que de Dupond-Moretti, que d'autres, en disant oui, vous savez, je suis arrivé de tapis, bien sûr, que j'aime bien, etc. Est-ce que, alors évidemment, ils en ont subi, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque part C'était effectivement le piège, vous l'avez bien vu pour moi au cours de cette enquête, c'est voilà, de ne pas être dupe. Il y a une tentation très grande de réécrire un peu son histoire. De la même manière qu'on a réécrit l'histoire de ces personnalités, parce qu'on décrit toujours leur ascension comme fulgurante, irrésistible, comme s'il n'y avait pas eu d'effort, de sacrifice pour y arriver. Mais effectivement, c'est une tentation, quand on a subi ce mépris, de repeindre toute sa vie, toute sa biographie à la lumière de ce mépris. Et c'est vrai, à un moment, je suis un peu troublé, j'interroge Anne Hidalgo, et qui me raconte une anecdote que j'avais trouvé dans un portrait d'elle, où elle me dit, mais pendant ma campagne municipale contre Nathalie Kosciusko-Morizet, Nathalie Kosciusko-Morizet a déclaré que cette campagne, c'était le match entre la star, donc NKM, et la concierge. Et j'ai pourtant enquêté, je n'ai retrouvé nulle part trace. Peut-être l'a-t-elle prononcé dans un meeting, mais en tout cas, j'en ai pas retrouvé. Alors, je pose la question, est-ce que là, à ce moment-là, elle ne réécrit pas la légende? La trace, personne. Vous le dites dans votre livre. Oui, c'est très intéressant. On en a besoin. En tout cas, on continue, après les informations, à parler avec Sébastien Le Foll, et puis avec vous, auditeur de Sud Radio, de ce mépris, de cette
pathologie française. Et vous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous avez peut-être des exemples concrets de mépris, des exemples qui vous sont arrivés au travail ou ailleurs d'ailleurs, hein, et vous pouvez nous en parler au 0826 300 300. Vous pouvez appeler tout de suite, on vous donnera la parole dans un quart d'heure. À tout de suite. Et dans ce livre de Sébastien Le Foll, Reste à ta place, il a interviewé et il s'est entretenu avec beaucoup de personnalités. Et ça va, c'est intéressant, parce que j'aime beaucoup votre éclectisme qui va de Bernard Tapie à Cyril Hanouna, ok là, c'est pas si loin, en passant par François Pinault, Nicolas Sarkozy, Jean-Pierre Jouyet, Michel Onfray, Anne Hidalgo, et puis des entrepreneurs et beaucoup d'autres, du CAC 40 et autres. Est-ce qu'il n'y a pas un fil rouge aussi, en tout cas que j'ai cru percevoir dans votre livre, Sébastien Le Foll, c'est non pas un soupçon, mais une sensation et presque une intériorisation, heureusement qu'il parle, d'illégitimité chez certains. Totalement. Et ce n'est pas un hasard si en France on parle, vous voyez, cette expression acquérir ses lettres de noblesse. Vous voyez, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le succès en France doit être légitimé. Alors il est d'abord légitimé par des diplômes, hein. On est quand même l'un des pays occidentaux où le diplôme que vous obtenez à l'âge de 20 ou 25 ans détermine votre place ensuite dans la société de manière frappante. Ce titre, il est aussi attribué par des cénacles, des corporatismes. Vous voyez, il y a tout ça, ce système, c'est l'héritage de la société de cour mêlé à la société corporatiste, crée effectivement tout un système de brevetage de la réussite. On labellise, on étiquette, c'est ça. Voilà, il y a ce qui est chic et ce qui n'est pas chic. Vous voyez, j'y pensais, Belmondo vient de mourir, c'est tout à fait ça. Je relisais toutes les critiques sur lui qui vient du conservatoire, qui a commencé par le cinéma d'auteur. Il tourne l'as des as, mais ça devient un minable. La critique est horrible. On l'accuse de détourner les Français de vraies œuvres cinématographiques. Vous voyez, donc là... Comment, vous n'êtes plus chez Jean-Luc Godard? Voilà. Et d'ailleurs, Belmondo, c'est intéressant, il a échoué à réunir finalement Arte et le film de dimanche soir. Et à partir du moment où il y a un système de labellisation. Et en même temps, tellement français. Je veux dire, vous avez vu quand même les hommages. Belmondo, c'est la France. Enfin, les gens ont ressenti ça. Enfin, beaucoup ont ressenti ça. Pas dans l'élite. Effectivement, pas dans l'établissement. On se passe un peu le nez. C'est-à-dire que tout ce qui était bien, c'était avant, Godard et tout. Puis ensuite, bon, c'est populaire. Ça a plu au public. Et c'est quoi ce... Mais alors, justement, est-ce que ces personnes, et là aussi, parce que vous en parlez, et on sent à un moment donné, et c'est ce qui est bien aussi dans votre livre, c'est que vous gardez ces nuances-là et vous ne les éliminez pas, enfin, vous ne les éradiquez pas. Est-ce que ceux qui sont sortis du peuple, disons des classes moyennes ou des classes, je ne dirais pas misérables, mais des classes pauvres spécialement, mais des classes modestes, disons, est-ce que ils restent populaires, ou surtout, certains en tout cas, surtout s'éloigner de ce milieu qui nous a éduqués? C'est très juste ce que vous dites, et j'ai remarqué qu'il y a une vraie différence entre ceux qui viennent d'un milieu ouvrier, c'est-à-dire que c'est très frappant chez une Anne Hidalgo ou un Olivier Dussopt, qui est le ministre du budget aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont baigné dans une culture ouvrière, donc il y a une certaine fierté. Il y a un peu moins un complexe là, social, moins que ceux qui sont issus peut-être d'autres milieux sociaux. Ça, c'est frappant chez eux. Moi, j'avais un grand-père qui était communiste, délégué CGT au Centre d'études atomiques. Je vois bien, il y avait une fierté, puis il y avait de la culture aussi chez les communistes. Il y avait, dans la bibliothèque, il y avait les œuvres complètes qu'il fallait avoir, de Thorez et autres. Mais oui, on lisait. Voilà, ça structure un peu, et ça j'ai ressenti, effectivement. Il y a une différence très nette entre vraiment l'héritage de la culture ouvrière et les autres. Alors les autres, c'est quoi? Enfin, je veux dire, ils préfèrent un peu oublier. Là, vous savez, alors là aussi, dans le système de reconnaissance français, parce que ce livre parle de ça, c'est comment on reconnaît le mérite des Français. Hein, et on en parle parfois de manière un peu d'un ton badin, mais c'est un scandale énorme que j'espère soulever avec ce livre. Ce mépris. Il paralyse, il assigne à résidence une partie des Français. Hein. C'est aujourd'hui qui renoncent, qui s'auto-censurent parce que justement, ils entendent ce mot « reste à ta place » parce qu'ils n'ont pas les bons codes, les bonnes opinions, les bons diplômes, les bons réseaux. Là, on touche au cœur, selon moi, du mal français. Et le mépris, c'est la source
de tout ce qui ne va pas dans notre pays. Hein. Et surtout, vous le dites, mais surtout, et moi ça me frappe chez les personnes que je reçois, et les auditeurs, oui, mais si je dis ça, je vais passer soit pour un facho, soit pour un réac, soit pour un extrémiste, etc. C'est-à-dire, il y a le mépris, mais il y a aussi la peur de l'opinion publique ou de la doxa, qui est très, très, très forte. Quoi. Oui, et puis c'est cette tyrannie d'où parles-tu, camarade. Voilà. Avant d'étudier l'opinion, l'analyse, on analyse la place de l'émetteur. D'où il parle, quels sont... voilà. Donc ça, effectivement, c'est aussi une forme de mépris intellectuel. C'est ce que dit Marcel Gauchet, qui est un des grands esprits notre temps que j'ai interrogé sur le sujet. Il dit clairement, il y a les opinions chic et il y a les opinions plouques dans le débat. Alors, il y a un passage formidable dont vous parlez vous-même, et c'est pour ça que vous vous êtes mis, je ne dirais pas, si vous êtes mis en scène et peut-être en risque, au bon sens du terme, quand vous dites oui, à un moment donné, il faut se modeler sur les gens qu'on a vus, et je pense à cette coach de maintien, ce professeur de maintien, je dirais pas comme le bon Georges Thiom, mais c'est pas loin, où cette personne vous dit, alors fais attention, quand oui, par exemple, et vous citez Belmondo, justement. La scène de l'itinéraire d'un enfant gâté, où Belmondo explique à Anconina, d'abord, dans la vie, ce qui est important, c'est de savoir dire bonjour, et deuxièmement, c'est de jamais avoir l'air étonné. Vous savez que j'ai pas fait beaucoup d'études, mais quand j'ai vu cette scène un dimanche soir à la télé, je me suis dit, voilà, c'est ça le bon enseignement. Ouais. Mais ce qui est terrible, parce que ne jamais avoir l'air étonné, composer un personnage, on finit par s'oublier. Ouais. Parce que je décris aussi des sentiments qui sont assez honteux qu'on peut éprouver. Hein. François Pinault le dit dans ce livre, j'ai éprouvé ce sentiment de honte sociale. Vous savez, ressentir, avoir honte d'où on vient. Ça, c'est terrible. C'est un. Oui, il a bien surmonté, lui. Oui, mais c'est puissant. Alors j'adore, je vais dire pour les auditeurs quand même, j'ai adoré ce passage. Il dit l'institutrice, enfin c'est pas une institutrice, elle a écrit le savoir-vivre pour les nuls. Et alors vous dites dans votre livre les expressions à bannir de son vocabulaire. Je le dis aux auditeurs de Sud Radio, si vous avez l'occasion, faut pas dire bon appétit, non, à vos souhaits, non, santé. Une espèce de sur Paris, oui ça c'est vrai, j'habite sur Paris. Je m'excuse, manger, préféré déjeuner ou dîner. Des fois, ce midi, au jour d'aujourd'hui, malgré que, faute de français, du coup. Et alors, juste, je ne vais pas tweeter tout, mais j'ai trouvé ça cette femme, pour je précise auprès des éditeurs, elle s'appelle Laurence Caracalla, elle était à l'époque, je l'ai connue, moi je l'ai fait lors de mon premier stage dans une maison d'édition que dirigeait Denis Tillinac, les éditions de la Table Ronde, c'était mon premier stage à Paris. Un jour, je déjeune avec elle était attachée à presse dans cette maison, et effectivement, elle me reprend, et elle est aujourd'hui devenue, elle écrit plusieurs livres sur le savoir-vivre, donc ça m'a amusé, effectivement, de lui demander ses conseils. Mais j'ai adoré, non mais les fautes de goût, parler de politique ou de religion à un inconnu. Bon, mais ça, on le fait tous, quand même, vous aussi, Sébastien. Non mais c'est vrai que c'est marrant, les chaussures. Et est-ce que, en fait... Justement, vous-même, et vous dites, vous avez aussi cherché à embrasser un code. Vous dites que c'est incontournable, quoi, à un moment donné. Quand vous n'avez pas vous savez, le monde des médias, on se figure... Moi, j'avais choisi le journalisme, ça fait très jeune. J'avais 11 ans, 12 ans, je faisais des avec mon... Je faisais des multiplex de foot avec mon petit magnétophone, avec un micro, avec mes copains. Et puis j'ai entendu cette phrase un jour, un cousin de mon père qui lui dit qu'il était conducteur de travaux, mais... Il dit à mon père, mais il faut que tu lui sortes cette idée de la tête, journaliste, c'est pas un métier pour des gens comme nous. Vous savez, quand vous enregistrez ça, donc ça vous motive parce que vous voulez absolument démentir le pronostic. Mais quand vous arrivez dans le monde du journalisme, qui est pourtant un milieu... ce qui est formidable, c'est qu'au moins, n'ayant pas eu un parcours diplômant et autres, vous avez un côté passe-muraille, vous savez, la nouvelle de Marcel Aimé dans ce métier. Mais c'est un milieu, quand vous arrivez à Paris, moi j'ai commencé au Figaro, c'est très codé, où on vous parle de lieux, vous les connaissez même pas, ou de noms, il y a un name dropping. Donc il faut essayer de se fondre, quoi, de mettre ses pas dans ceux des autres, donc de composer un peu un personnage. Et ce livre, pour moi, est un moyen de faire voler en éclats ce personnage, de composition et d'en rire, de dire soyons qui nous sommes, assumons-nous. Soyons nous-mêmes, oui. Et c'est tellement, vous savez que moi j'ai commencé le journalisme à Beyrouth, et la personne qui m'a dit soyez vous-même, etc., pour des tas de raisons, je ne vais pas m'étendre, c'est pas le propos ici, c'est Romain Gary. Ah oui. Que j'ai rencontré, que j'avais interviewé, j'avais 20 ans.
Et je me rappelle, j'ai passé 2 heures avec lui. Il m'a dit, attendez, vous venez d'ici, de là-bas, etc. Soyez vous-même d'abord. Et le tout est supérieur à la somme des parties. Venant de lui, qui a quand même à se chercher beaucoup. Qui s'est cherché énormément. Non, mais on va continuer d'en parler, Sébastien Le Foll. En tout cas, un livre tout à fait passionnant parce que non, justement, vous n'êtes pas resté à votre place. Ça vous a permis que de. Ah non, il ne faut surtout pas rester à sa place. N'écoutez pas le titre, ne restez pas à votre place. Restez quand même sur votre chaise pour nos auditeurs. On aurait pu mettre la musique des bonnes manières, André, tout à l'heure. Hein. Vous en avez entendu une ébauche, mais vous l'aurez compris, ce mépris prend plusieurs formes. Il freine l'ascension sociale. Vous l'avez peut-être vécu. Alors vous nous appelez au 0826 300 300 et Sébastien Le Foll à sa place. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour témoigner de peut-être ce mépris que vous avez vécu. Nous sommes avec Philippe qui nous appelle de Marseille. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe. Oui, bonjour Monsieur Berkov. Merci pour cette si belle émission et merci à votre intervenant, Monsieur Le Foll. Je me régale véritablement et je pense que je vais très rapidement acheter son livre. Qui évoque beaucoup de choses. Merci beaucoup Philippe. Mais je vous en prie. Oui, concernant le mépris, effectivement, c'est juste un petit témoignage très court. Oui. D'abord, j'ai effectivement exécré le témoignage que j'ai senti grandissant à l'égard de la classe politique, en tout cas de la classe politique et de la haute administration qu'on peut qualifier d'aristocratique désormais. Ils me font penser, comme vous le disiez très bien, à une résurgence d'une forme d'ancien régime, on dira, de monarchie. Et ça, premièrement, et ce qui s'est totalement exprimé de manière totalement excessive et de manière croissante au cours de cette crise, moi je l'ai particulièrement ressenti. Comme méprisante, comme le prix de classe dirigeante. Le mépris à l'égard du peuple, le mépris à l'égard du peuple qui est incapable d'avoir une pensée, un esprit critique et pouvoir effectivement prendre des décisions de manière, si possible, éclairée. Surtout important en ce moment, comme vous en doutez, en matière de politique sanitaire. Et deuxième partie du témoignage, c'est effectivement, ce qui m'intéressait dans le propos, la présentation de Monsieur Le Foll, c'est la réaction face au mépris. Vous avez ceux qui, effectivement, sont écrasés par le mépris et retournent à leur niche, entre guillemets, et parce qu'ils disent, je retourne à ma place. Et moi, j'ai constaté que mon épouse, qui était issue d'un milieu modeste, d'ouvriers spécialisés, a eu l'occasion effectivement de passer des concours en école de commerce et c'est vrai que à plusieurs reprises, comme dans cette période de sa vie, elle a eu à subir en fait effectivement une forme de mépris dans les échanges où par exemple on lui faisait comprendre oui vous êtes première ou quasi première dans les premiers des concours mais est-ce que vous aurez les moyens? Ah oui, les moyens financiers. Voilà, les moyens financiers. Et en fait, elle a été confrontée à ce genre de situation à plusieurs reprises dans sa vie professionnelle, d'études et professionnelle. Et en fait, par contre, ça lui a, comme l'a dit tout à fait M. Le Foll, ça lui a servi d'aiguillon, de moteur, mais sans esprit revanchard et sans développer une attitude par ailleurs méprisante vis-à-vis de ses religionnaires, ou de ses confrères, ou des personnes qu'elle côtoyait, donc restant toujours très juste et très aligné dans ses rapports et dans ses échanges avec les individus. Donc, véritablement, merci pour ce livre, que je vais me dépêcher de découvrir et de lire certainement avec beaucoup de plaisir. Et voilà, effectivement, je voulais lui faire part effectivement de ce mépris et avec cette fragilité aussi parfois chez les individus qui font l'objet de mépris. C'est cette quête, sans forcément être une quête véritablement consciente, mais un besoin d'acquérir un peu de légitimité dans son métier. On en a parlé, bien sûr. N'est-ce pas, légitimité. Merci Alexandre de ce témoignage. Juste Sébastien Le Foll, justement, elle disait, vous voyez, parlant de son épouse, de sa compagne, il disait, mais elle n'a pas d'esprit revanchard. Mais il y en a qui ont des esprits revanchards, quand même. Oui, vous savez, le sentiment de revanche sociale, c'est puissant. Ouais. Parfois, ça peut amener à faire des grosses conneries. Si on n'a pas de bon garde-fou, j'interroge dans ce livre François Pinault sur Bernard Tapie, où il confesse une grande admiration pour Tapie. Et il dit, si Tapie avait eu les bons garde-fous, les bonnes ceintures de sécurité, peut-être serait même-t-il devenu président de la République. Et donc c'est vrai que le sentiment de revanche, parfois, peut vous pousser à franchir la ligne jaune. Je vois très bien ce que décrit Philippe en parlant de son épouse. Elle a éprouvé aussi un sentiment qui est très puissant
que moi j'ai éprouvé, c'est le sentiment d'imposture. Vous savez, c'est que oui, que vous ne vous sentez pas légitime, vous ne vous attribuez jamais les mérites de ce que vous faites. Vous attribuez toujours ça au hasard, à la chance. Mais vous attribuez jamais le mérite de vos réalisations. Donc ça, et on se dit, est-ce que je suis là? Est-ce que, au fond, je suis pas là dans une comédie? Qu'est-ce que c'est le sentiment d'être un passager clandestin sur le pont supérieur du Titanic ou de toute autre embarcation. C'est un véritable syndrome à traiter, ça, effectivement. Qui est puissant en France. D'ailleurs, j'interroge dans ce livre pas mal de psychologues. Je me dis, mais est-ce qu'il y a plus de sentiments d'imposture en France? Et on me dit oui, parce que justement, il y a le poids. Il n'y a pas ça dans la société américaine, par exemple. Vous n'êtes pas jugé en fonction de vos diplômes et de vos origines sociales. Et l'échec n'est pas rédhibitoire. Ah oui, ça c'est aussi ce que raconte ce livre, c'est que on n'apprend pas l'échec aux petits Français dans le système éducatif. L'échec, c'est mal. La mauvaise note, ça vous cloue au mur, vous voyez. Alors que là, tous les gens que j'ai interrogés, ils ont échoué, même plusieurs fois. Mais ils ont appris de leurs échecs. Nous n'apprenons pas de nos échecs. Alors qu'on devrait valoriser, justement. L'entrepreneur, le chercheur, il tâtonne, il échoue. On ne le valorise pas dans notre système éducatif. Tomber 7 fois, se relever 8, comme disait Labro. Et si je puis me permettre d'ajouter une recommandation, c'est ce livre du philosophe Charles Pépin, Les vertus de l'échec. Tout à fait, que je cite, effectivement. Ouais. Absolument. Merci Philippe de nous avoir appelé de Marseille. Un très beau témoignage. On continue avec Nicolas qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Nicolas. Bonjour à tous. J'ai une question pour notre invité. Moi, je suis beaucoup moins emballé par son livre, en fait. Je m'interroge sur sa légitimité pour l'écrire. Parce que vous faites l'apologie de François Pinault, qui est votre patron. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pouvez répondre au Canard enchaîné, qui vous accuse quelque part de faire l'apologie des idéologies, finalement, de votre patron, à la une du Point, en plus, dont vous êtes le chef de la rédaction. D'ailleurs, comme une radio comme Sud Radio, qui se dit « parlons vrai », je m'interroge et je voudrais apporter justement la contradiction à votre précédent auditeur sur l'idée que la liberté de la presse en France n'est pas un exemple dans le monde. On est classé 34e au niveau mondial. Ça veut dire qu'il y a une concentration du pouvoir des financeurs de la presse, notamment François Pinault finance le Point. Et je me demande, et je vous pose une question, est-ce que vous avez eu une prime ce mois-ci pour la publication de ce livre? Et est-ce que c'est pas un mépris que vous avez pour la liberté de la presse que de parler comme vous parlez à ce moment? Voilà. Alors juste Nicolas, je voudrais dire une chose, ça se passe pas comme ça, vous savez, il n'y a pas de prime quand on publie un livre, etc. Je peux vous dire, y compris j'ai suffisamment entendu les médias, c'est pas pour défendre Sébastien Le Foll, mais on ne fonctionne pas à coup de prime. Mais répondez, Sébastien. Je peux répondre sur François Pinault. Effectivement, vous avez raison, Nicolas, c'est pas simple. Il est propriétaire du Point. J'écris un livre sur un sujet qui le concerne de près, parce que je pense que c'est quand même une des figures emblématiques là, de ce que je décris. Voilà quelqu'un qui est parti de son petit village en Bretagne. Son père avait une scierie, il s'est lancé dans le négoce du bois, il a affronté un peu les monopoles dans son domaine, il a bâti cet empire. Ne pas l'interroger, ça aurait été un peu bizarre. Je me suis posé la question, je lui ai posé d'ailleurs. Je lui ai dit, compte tenu de notre relation, est-ce que c'est une bonne chose que vous parliez dans ce livre? Et puis je l'ai fait en toute liberté. Ne pas avoir interrogé une figure aussi importante du capitalisme français confrontée à mon sujet, c'était passé à côté du sujet. Alors après, on peut avoir plusieurs... Et sur la concentration dont parle Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien Le Foll? Alors, moi, je suis très libre, d'ailleurs. François Pinault n'intervient pas dans la ligne du Point. D'ailleurs, François Pinault... ses activités ne dépendent pas, à ma connaissance, des commandes de l'État. Donc, j'ai pas de travail. Au contraire, m'honorer de travailler en très grande liberté. Ça convaincra ou pas Nicolas, mais je peux vous le dire. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas pour l'exercice de la réponse et merci à Sud Radio pour permettre aussi ce genre de questions. Absolument. Merci Nicolas, nous sommes la parole libre dans tous les sens du terme. Au 0826 300 300, vous continuez à nous appeler. Merci Philippe et Nicolas de nous avoir appelés, mais on poursuit cet entretien et puis vous l'avez vu, Sébastien Le Foll répond à toutes vos questions. On était à Marseille, à Perpignan. Eh bien écoutez, on reste dans le sud, on va à Pau avec Cécile qui nous appelle. Bonjour Cécile. Bonjour Cécile. Oui, bonjour André, bonjour Augustin, bonjour Monsieur Le Foll. Bonjour Cécile. Je suis très, très content de vous entendre évidemment, puis comme beaucoup d'auditeurs, ravi de vous retrouver. Voilà, vraiment.
Et bravo à Augustin, vous êtes super et c'est très agréable. Après, un petit coucou à Clémence, qu'on n'oublie pas, qui a été aussi formidable. Eh bien, non, faut pas l'oublier, non plus. Faut pas l'oublier. Oui, Cécile, on vous écoute. Oui, alors moi, votre émission m'amuse beaucoup, mais en fait, elle est beaucoup plus profonde qu'on ne croit. Moi, j'ai une petite expérience qui est quand même... qui est très curieuse. C'est que j'ai un nom de famille à consonance nobiliaire. Je suis issue de cet état de la noblesse française. Et je tiens à dire tout de suite sur l'antenne que c'est un héritage historique et familial, mais qui n'a pas toujours et qui n'a plus pour beaucoup d'existence sociale. Mais tout de même, je voudrais être très honnête ici, vous dire que on ne peut, ce serait pas bien de dire qu'il n'y a pas d'avantage. Je veux dire par là que nous avons un réseau familial, un réseau culturel, un héritage qui est évident, que j'ai reçu, voilà, que j'aurais pu ne pas avoir, mais que j'ai reçu. Voilà, j'ai pas choisi d'où je suis née, mais je voudrais dire que c'est quand même un avantage. Je veux dire par là que je peux me balader partout en France. J'ai des cousins partout, plus ou moins, que je connais plus, que je connais pas. Il y a d'ailleurs un de mes vieux oncles qui est sur votre antenne, par exemple, je pense à Régis de Castelnau, mais que je n'ai jamais vu, vous voyez. Mais je suis sûre que si je l'appelais... on va faire la rencontre avec vous. On va en parler à Régis. Non, mais voyez, ce que je veux dire, c'est que il y a par histoire, par l'historique et par les alliances familiales, il y a aussi un réseau. Oui, bien sûr. De la même façon que, mais en revanche, je voudrais dire également que moi j'ai été élevée dans une option très simple, me disant, mon papa m'a toujours dit, ça ne te donne aucun droit, ça ne te donne que des devoirs. Et ça m'a hantée et j'y pense tout le temps. Et c'est pour ça que je me sens bien dans la vie. Je n'ai aucune difficulté à m'intégrer. J'ai travaillé moi aussi au Figaro à l'heure actuelle, donc c'était simple. Maintenant, je suis dans un tout petit boulot, vous voyez, je suis au SMIG. Je travaille avec des personnes et je suis très heureuse. Et pas plus tard qu'il y a une semaine, une de mes vieilles dames m'a dit, quand vous êtes arrivé dans votre travail, oh là là, on s'est dit qu'est-ce que c'est, une comtesse qui arrive dans mon boulot, mais ça va être terrible, comment elle va être. Et en fait, je crois que je leur ai montré que j'étais une dame normale, voilà, et qui pense surtout que la vie et les êtres humains sont plus importants que les titres que l'on a. Et dernière chose, parce que c'est important, je pense, parce que j'ai également me suis rendu compte également une sorte de jalousie de beaucoup de gens qui, justement, comme disait Monsieur Le Foll, voulaient sortir de leur classe sociale et n'avaient de cesse que de nous jalouser, comme si acquérir un titre de noblesse par mariage, par exemple, et là je pense à Arnaud Montebourg. Souvenez-vous, Arnaud Montebourg, qui n'a pas beaucoup eu de velléité à dénoncer le fait qu'on l'attribuait très souvent d'une particule, parce que c'est vrai que voilà, c'est un nom qui pouvait aller avec une particule, et d'ailleurs sa première épouse est issue de la noblesse française. Donc c'est très drôle, comme certains nous regardent avec des yeux énamourés, comme si c'était le top du top, et d'ailleurs beaucoup cherchent, je vous le dis, à avoir aussi par mariage, des titres. Voilà, par acquaintance, à approcher cette... voilà, mais surtout, ce qui est important, c'est ce que nous sommes, d'abord et avant tout. Vous avez tout à fait raison, et en tout cas, merci de votre témoignage, parce que, d'abord, et justement, Sébastien Le Foll, je voudrais revenir sur cette notion de travail, parce que vous en parlez aussi, parce que il y a le mépris, et puis les gens se battent contre ou ce mépris, ou cette discrimination, ou ce reste à ta place par le boulot. Pas oublier, persévérance. Totalement. Boulot. Et moi, alors, si je publie ce livre, c'est que je veux interpeller les responsables politiques, parce que pour répondre au mépris, nous guérir du mépris, il y a plusieurs voies probablement. Ça commence dès l'école, on en parlait à l'instant, et effectivement, le travail, c'est le vrai sujet. C'est comment mieux considérer le travail, les différentes formes de travail. Pour cette enquête, j'ai interrogé aussi des gens qui travaillent de leurs mains. Il y a un problème de considération notamment du le travail manuel, l'artisanat, etc. C'est très frappant. Mais on le dit jamais assez, mais grand nombre d'emplois créés dans ce pays le sont par des entrepreneurs, des patrons de petites et moyennes entreprises, PME, TPE, qui n'ont pas des quantités de diplômes. Voilà, il n'y a pas, à ce que je sache, une valorisation de ce statut-là en France. On ne fait pas une fête... on les fête pas tous les jours, alors qu'on devrait les remercier. Ils prennent des risques pour nous tous. Bien sûr. Ils créent des emplois, ils tâtonnent, ils échouent, et c'est leurs échecs qui... Non mais, pardon, je vous parlais du mépris, juste un mot. Vous savez très bien que, pardon, juste un exemple, mais qui aurait pu être dans votre livre, mais des parents, par exemple, un gosse qui voulait lui pas être journaliste, il voulait être tailleur de pierre. Les parents lui disaient, pas tailleur de pierre, mais ça va pas la tête, fait des études. Aujourd'hui, il a une entreprise de 25 personnes, il gagne
plus que bien sa vie. Bien sûr. Et il s'occupe. Moi, mon frère, vous savez, mon frère cadet, il est au départ, il est plombier de formation. Il a ensuite spécialisé dans la climatisation, donc il travaille vraiment de ses mains et voilà, il conçoit des choses très 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 techniques. J'ai absolument, je très admiratif de ce qu'il fait. Moi-même qui ne sais rien faire de ses mains, qui ne sais même pas planter un clou. Nous sommes quelques-uns comme ça. Merci Cécile de nous avoir appelé. Et puis vous l'avez vu, le mépris, ça peut aussi être quand on redescend, et d'ailleurs c'est un terme plutôt méprisant, de l'échelle sociale. Et nous avons un appel au 0826 300 300 avec Eric qui nous appelle de Paris. Oui, bonjour Eric. Bonjour André. Voilà, j'écoute de votre émission. Là, je suis de retour de vacances avec beaucoup de plaisir, comme toujours, et notamment votre interlocuteur d'aujourd'hui, Sébastien Le Foll, sur le mépris, ou reste à ta place. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'amuse. Tout d'abord, la question du mépris ou du reste à ta place, je pense que c'est une question d'éducation. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut de gens. Et ça, je pense que ça devrait traverser tous les milieux. Mais ce qui me surprend aujourd'hui, en me promenant dans Paris ou ailleurs, c'est de voir fleurir aujourd'hui moult magazines, émissions et autres sur le savoir-vivre, comment s'habiller, comment se tenir à table, comment ceci, comment se présenter, etc. Au moment même où l'école laisse aller toutes ces questions-là de culture, de maintien, de savoir se présenter, etc., où cela n'existe plus. On a l'impression que comme l'école ayant failli, les parents, peut-être certains parents aussi, eh bien on essaye on s'aperçoit que c'est nécessaire quand on rentre dans la vie professionnelle. Alors vite, on va s'acheter un que sais-je pour savoir comment se maintenir ou comment être ou comment. Le savoir-vivre pour les nuls. Voilà, mais je pense que c'est une des faillites de l'école, parce que je ne pense pas, alors je peux me tromper, qu'il y a 20 ou 30 ans, il existait bien quelques livres de bonne manière, de la comtesse ceci ou cela. Oui, même avant la baronne Staff, très connue. Voilà, c'est ça, ou la baronne Staff, mais bon... Je dirais que ça préoccupait pas tellement les gens. Enfin, je pense pas. Je peux me tromper, mais voilà. Non, mais c'est intéressant, c'est vrai, Sébastien Le Foll, là. C'est-à-dire que faute d'avoir, et on vous parlait dans votre livre de l'éducation, puis il y a aussi ça, c'est pas l'enseignement du mépris dont parlait Isaac, c'est l'éducation effectivement un peu méprisée, quoi. Mais il y a ça aussi. Est-ce qu'on ne repeint pas un peu les barreaux de la prison en rose pour dire oui, d'accord, il n'y a plus de culture, il n'y a plus tout ça, mais vous allez bien vous habiller ou bien être coaché pour faire illusion. Oui, alors moi, vous savez, j'ai pas appris le savoir-vivre, ou alors j'ai appris les codes un peu quand je suis arrivé à Paris, mais c'est vrai que moi j'ai reçu une éducation, on prenait à vous tenir, à être décent, et j'étais frappé d'ailleurs en interrogeant Laurent Berger, le patron de la CFDT, c'est une très belle anecdote d'ailleurs, à un congrès de la CFDT, Nicole Notat le voit arriver, lui il s'est habillé en veste, il lui dit... Laurent n'est jamais assez beau pour les travailleurs. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on trouve... Habillez-vous, c'est en fait... soyez... dans les milieux populaires, ce que Orwell appelait la décence commune, c'est important, savoir être bien habillé, bien présenté. Moi, ce que je regrette dans ce livre, ce que je déplore, c'est quand je parle du système éducatif, c'est que ce livre, il soulève une question, c'est celle de l'intelligence collective dans notre pays. C'est comment on arrive à travailler ensemble intelligemment, à faire fonctionner une intelligence de groupe. Qui ne soit pas seulement individuelle, l'intelligence du groupe. Or, l'école apprend très vite, privilégie des gens qui, je dirais, sont presque des bêtes à concours. On valorise la qualité scolaire, la qualité d'absorption des connaissances. Mais le gamin qui est un peu différent, qui a une curiosité, mais qui s'exerce de manière différente, qui a d'autres talents, celui-là, très vite, se retrouve sur le bord de la route. Et c'est ça qu'on doit apprendre. Je suis d'accord avec notre éditeur, il faut effectivement... c'est important de savoir... se présenter, se comporter, mais savoir se comporter dans un groupe, dans une équipe, faire fonctionner cette intelligence-là, c'est aussi important. Et c'est ce qui nous manque, je trouve, aujourd'hui. Et puis c'est vrai, et au nom d'un faux égalitarisme, on sait très bien ce que donne cela, on le sait. Augustin. Presque une fable de La Fontaine. Vous nous appelez au 0826 300 300 et nous sommes avec Ben qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Ben. Oui, bonjour Ben. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Le Foll. Bonjour monsieur. Je voulais vous dire, monsieur, que je me reconnais tout à fait dans
dans ce que vous dites. Hein, pas dans ce que vous avez écrit, parce que je n'ai pas lu le livre. Mais je vous écoutais et je me reconnais, mais voilà, non, simplement je voulais vous rajouter que le mépris, c'est partout, quoi. C'est le mépris social, c'est le mépris culturel, c'est le mépris, voilà, dès qu'on vous demande, vous vous présentez, on vous dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites comme métier? Vous habitez où? Et suivant où vous habitez, suivant le métier que vous exercez, eh bien, les gens, ils vous collent une étiquette. Ouais. L'étiquette, oui. Ça, moi, je me rappelle, enfant, quand j'étais à l'école, déjà, l'instituteur, il nous demandait la profession de nos parents. La profession des parents, oui. Voilà, moi, j'avais mon père qui était manœuvre dans le bâtiment. Eh bien, quand je disais manœuvre dans le bâtiment, de suite, on m'a collé une étiquette. C'est-à-dire enfant pauvre. Enfant, voilà, déjà, on vous classifie. Sans vous connaître, mais déjà on vous donne une image. Et cette image, malheureusement, vous la, comment on appelle ça, à force que les gens ils vous renvoient cette image elle devient la vôtre. Oui, vous l'intériorisez, vous la collez à vous-même, quoi. Exactement. Et c'est ça le risque. C'est le risque, c'est de coller des étiquettes aux gens, et les gens ils sont tellement convaincus, parce que le regard des autres, c'est très important. Souvent, comment les gens ils vous regardent, comment ils vous perçoivent, etc. Et effectivement, on est dans une société qui étiquette les gens par rapport à leur origine sociale, par rapport à leur origine ethnique, par rapport à leur religion, par rapport... En fait, les gens ils ont besoin de mettre une étiquette sur une personne. Ils ne voient pas, ils ne sont pas prêts à écouter l'homme, la personne telle qu'elle est, et de l'entendre. C'est ce que vous dites, enfin c'est très 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 important, c'est le fond du problème. Mais justement, il faut sortir par le haut de ça, d'un côté comme d'un autre. C'est vrai, hein, Sébastien Le Foll, cette passion de l'étiquette, enfin cette passion. Mais encore une fois, moi je répète, le mépris oui, mais est-ce que le mépris n'est pas l'envers de la peur? Mais ce que décrit bien Ben, il aurait pu rajouter sur une forme de mépris qui est très présente aussi dans ce livre, elle apparaît dans des témoignages, c'est le mépris pour l'accent. J'interroge Dominique Régnier, le politologue, qui raconte qu'il arrive à Sciences Po à Paris, lui il vient de Rodez. On lui dit « Ah, mais Dominique, quand tu entres dans l'amphithéâtre, c'est le rayon, c'est le soleil qui entre. » Oui, c'est sympathique ça, c'est pas méprisant. Mais il le raconte, oui, un type qui a un accent du sud-ouest, entendu pour ces Parisiens, peut pas être un intellectuel comme eux, quoi. Il y a un truc, quoi. Bon, après, alors oui, sur l'étiquette, mais ça revient de loin. Alors ce livre aussi, il a toute une dimension historique, hein, nous l'oublions pas, hein, nous sommes les produits d'une histoire. Moi, je pense que la Révolution française n'a pas été terminée. Nous sommes le pays, là, tous les historiens que j'ai interrogés le disent, nous sommes le pays qui a poussé le plus loin, jusqu'à la caricature, l'étiquette. Le siècle de Louis XIV, la cour de Versailles, qu'est-ce que c'est si ce n'est l'institutionnalisation du reste à ta place? On vous attribue un rang, un positionnement. On vous assigne à résidence. Vous êtes assigné à résidence, c'est l'institutionnalisation de ça. Et ça commence même avant, au moment des guerres de Légion, où il y a un problème pour le sacre d'un, je crois que c'est Henri II, on ne sait plus où placer un dignitaire du royaume, donc on envoie un archiviste pour savoir si éventuellement il y a une règle qui s'applique. Donc nous sommes les héritiers de ça, hein. Nous avons, la République qui a quand même beaucoup repris de ses préséances, de ses codes, de ses usages. Juste. Merci beaucoup à Cécile, Eric et Ben de nous avoir appelés. Et puis vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Vous avez vu, vous pouvez témoigner. Puis vous pouvez aussi disserter quelque peu sur le mépris. A tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et vous êtes nombreux à vouloir témoigner au 0826 300 300 de vos histoires personnelles et de poser vos questions à Sébastien Le Foll. Je rappelle votre livre Reste à ta place aux éditions Albin Michel. Il est déjà en librairie. Et nous sommes avec José qui nous appelle. Bonjour José. Oui, bonjour José. Bonjour. Bonjour, je vous écoute. Voilà, je suis José, je suis dans le département de l'Ardèche. Oui. Et je voudrais juste donner mon expérience sur un parcours assez atypique là, de création d'entreprise, de chef d'entreprise et des retours que j'ai eus de l'administration pendant un certain nombre d'années. Là, en fait, je suis issu d'une famille de parents immigrés qui sont arrivés d'Espagne en 56. Je suis né en 59 et mes parents pauvres immigrés n'ont jamais su entre autres lire et écrire et nous étions une famille très pauvre. Et
Donc j'ai fait des études jusqu'au baccalauréat, mais bon, j'ai jamais eu le bac. Et puis après, je suis entré dans la vie active des petits boulots. Et en 86, j'ai eu une idée. J'ai commencé à travailler sur des projets de décoration de gravure sur métal. D'accord. Et j'ai déposé en 86, entre 86 et 89, 16 brevets d'invention. Sur un procédé de gravure sur métal, sur inox laiton. D'accord. Et je suis même allé jusqu'aux États-Unis, devant la Cour suprême des États-Unis, pour obtenir le brevet américain. Tout cela, j'ai créé après. J'ai vu que je pouvais aller beaucoup plus loin et j'ai créé mon entreprise, une société anonyme, et où j'étais en 92, après avoir suivi des stages de formation, afin de créer un plan d'affaires, ainsi de suite, de trouver des financements, monter une équipe. Et faire l'entreprise. Et en 92, j'ai créé mon entreprise, alors que rien ne pouvait prévoir dans mon parcours avant que j'allais rentrer dans ce monde de chef d'entreprise. Et donc j'ai créé mon entreprise, j'ai eu des aides, j'ai commencé à faire de premières affaires en décoration. Mais au bout d'un certain temps, le développement de produits nouveaux sur le marché met toujours plus de temps que prévu. Je me suis retrouvé en situation difficile au niveau de la société, puisque créé avec 1,156 000 € de capital, la société s'est retrouvée à moins 100 000 € de capital. D'où bien sûr, à ce moment-là, il n'y a que le dépôt de bilan qui peut être envisageable. Et je me suis séparé, bien sûr, de tous mes collaborateurs. Et persuadé que mon idée était bonne, et j'y croyais, j'ai continué, j'ai continué tout seul à ce projet pendant des années, sans avoir été mis une seule fois en situation de paiement. Et j'ai remonté, il m'a fallu 15 ans pour remonter petit à petit ses fonds propres et revenir à la base reconstituer tous mes capitaux. D'accord. En travaillant tout seul, en travaillant beaucoup. Et lorsque je me suis retrouvé, lorsque je me suis retrouvé en l'an 2000 devant une situation où je ne pouvais plus me donner de salaire, payer des charges. La seule chose qui rentrait, c'était pour payer et rembourser les banques. Et, José, essayez d'avancer un peu, parce si vous allez complètement dans le détail, on n'aura pas le temps de développer. Alors, dites-nous où vous en êtes aujourd'hui. Entendu. Oui. Et à un moment donné, en 99, j'ai demandé à bénéficier du RMI, qui était une histoire de revenus, puisque je n'avais plus aucune ressource. Je comprends. Là, je me suis retrouvé engagé sur 23 ans de procédure en justice. 23 ans. J'ai vécu 23 ans. D'abord avec le DAF, les préfets, et ensuite avec les départements, les 4 présidents successifs du département de l'Ardèche. D'accord. Et j'ai dû aller 4 fois devant le Conseil d'État. D'accord. Et vous en êtes où aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous en êtes où ? Aujourd'hui, j'ai toujours mon entreprise, elle est florissante, elle fonctionne très bien, je continue, je travaille très très bien. Et je me suis battu pendant tout ce temps-là sans aucun revenu. Vous n'avez rien lâché, vous êtes battu et vous avez réussi apparemment, puisque ça marche bien, et tant mieux. Tout à fait, et j'ai réussi, oui. Et pendant toute cette période de procès, là, j'ai eu droit à tout. Je n'ai jamais été reçu par l'administration, j'ai eu droit à toutes les enquêtes possibles. On a cherché à justifier que j'étais un escroc, que je n'avais droit à rien du tout, et aller jusqu'à... Enfin, j'ai eu droit à tout ce qui est possible pour casser un individu, et on a dépensé beaucoup d'argent en me disant mais vous n'avez aucune chance de réussir. Et vous en êtes sorti. Et vous en êtes sorti, José. Écoutez, ça c'est le plus important. Mais vous voyez, Sébastien, c'est encore une histoire. L'histoire de José incarne tout à fait ce sentiment qui est partagé là par beaucoup de personnalités que j'ai interrogées, c'est la niaque. La niaque, c'est un truc particulier. C'est à la fois une motivation associée à une persévérance hors norme. C'est vouloir plus longtemps, toujours plus longtemps que les autres. Ils ont tous eu ça, tous ça. Il faut jamais s'arrêter. Toujours se battre. Ne rien lâcher, quoi. C'est ce livre, je veux d'ailleurs qu'il soit lu comme ça. C'est un éloge de la persévérance, de la volonté.
On y arrive toujours. C'est dur, effectivement, mais c'est important que l'effort soit soutenu. Tous ceux-là que j'ai rencontrés, voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait la différence. Quand il manque des choses, des codes, des diplômes et autres, c'est cette niaque-là qui va faire la différence. Oui, et ce qui est étonnant, et c'est vrai, c'est qu'on est dans un pays où on ne parle pas beaucoup de la niaque. C'est ça qui est intéressant. Oui, non seulement on ne parle pas beaucoup de la niaque, et puis on l'aime pas beaucoup, la niaque. On l'aime pas beaucoup, on l'inculque pas beaucoup, et puis surtout on est toujours ce rapport ambivalent à la réussite. C'est-à-dire qu'il y a la bonne et la mauvaise réussite. Mais la réussite, quand même, c'est pas terrible, quand même. C'est un peu louche, quand même. Mais ce qui est très drôle, réussite et réussite, enfin, vous n'avez pas interrogé, mais c'était pas le propos du bouquin, mais par exemple, il y a souvent, on dit, ouais, regardez les footballeurs qui touchent 40 millions ou 4 millions par mois par rapport aux autres, etc. C'est-à-dire, il y a des réussites très différentes. Et puis, vous parlez aussi d'un Cyril Hanouna, l'animateur de télévision, qui lui a bossé, vous dites qu'il a bossé pendant des années. C'est intéressant d'avoir Cyril Hanouna et Sarkozy ou d'autres. Enfin, oui, parce que Hanouna, j'en avais un peu entendu parler. J'avais été frappé par le temps qui s'est écoulé entre le moment où il se découvre cette vocation pour la télé et le moment où ça commence à marcher. Je crois il y a 15 ans, 15-20 ans qui vont... Donc où est-ce qu'on trouve la ressource, la force Ça, c'est un mystère aussi, parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas forcément... c'est tout le débat sur l'égalitarisme. On est tous faits quand même différemment. On a des... Et en fait, tout à fait. Et ce livre, c'est vrai, en fait, c'est entre ceux qui tiennent et ceux qui tiennent pas. Je me rappellerai toujours, pour conclure, il n'est pas là, paix à son âme, mais il aurait pu un chapitre de votre livre, Sébastien Le Foll, c'est Aznavour, qui pendant 10 ans a été, avec votre physique, vous ne serez jamais quoi que ce soit. Il a bûché à rien pendant 10 ans. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Et Belmondo aussi. Finalement. Belmondo, ça allait plus vite. Oui, ça allait plus vite, bien sûr. Sud Radio est là pour ça, en tout cas pour vous écouter et vous voir poser toutes vos questions avec nos invités aujourd'hui. Nous avions reçu Sébastien Le Foll, directeur de la rédaction du Point, et qui publie ce livre Reste à ta place, c'est en librairie aux éditions Albin Michel. Nous avons également reçu en début d'émission Noah Manoir. Vous pouvez retrouver cet entretien sur YouTube. Et puis tout de suite, écoutez Brigitte Lay sur notre corps qui nous parle. Mieux le décoder, à tout de suite.